agressifs, mais il n'y a pas que les gens qui soient plus agressifs, on voit aussi qu'il y a plus de conflits entre les États et qu'il y a aussi même des conflits à l'intérieur des États. Et tout mis ensemble, eh bien, ça laisse quand même un petit goût amer et ça donne un peu l'impression qu'il semble avoir un peu de feu un peu partout dans le monde. En effet, le premier conflit qui nous a véritablement marqué dans les esprits, eh bien, c'est le conflit évidemment ukrainien avec les Russes. Et pourquoi? Parce que c'était un conflit à l'intérieur de l'Europe et ça nous touche plus particulièrement. En effet, jusqu'à présent, nous avons souvent eu l'habitude, en tant qu'Européens, Occidentaux ou Américains, d'aller un peu régler nos comptes sur les territoires des autres, d'un peu exporter nos conflits ailleurs, de faire la guerre ailleurs, chez les autres plutôt que chez soi. Et maintenant, on a vu que ça se rapprochait de chez nous. Et l'exemple premier qui existe, c'est l'Ukraine. Et c'est l'Ukraine qui a été le premier à nous rappeler que les guerres existaient toujours et pouvaient être plus proches que l'on le pensait de chez nous. Et de là est apparu tous les incidents, inflation, etc. et les problèmes économiques que vous connaissez. Il est peut-être bon de tenir à l'œil parce que ça peut avoir une grosse influence sur nous en tant que consommateurs ou même comme investisseurs. Eh bien, si on augmente les taux comme on a fait par le passé, eh bien, on a eu une inflation. Et une inflation, qu'est-ce que ça a eu? Ça a eu une hausse dans les prix à la consommation. Eh bien, on aura le même raisonnement avec les guerres. S'il y a des guerres, il y aura des pénuries, il y a des chaînes d'approvisionnement qui ne vont pas arriver, ça va coûter plus cher parce qu'il va falloir faire des détournements pour amener le matériel. Par conséquent, qu'est-ce qui va arriver? Il va y avoir de l'inflation, les prix vont monter et ça va être de nouveau le même résultat que ce que nous avons connu par le passé. Et c'est peut-être déjà ce qui est en train de se produire quand on voit que les taux sont en train de remonter et que vous ne voyez toujours pas dans le commerce les prix à la consommation baisser. Ils ne seraient pas baissés parce que les coûts sont beaucoup plus chers pour vous faire parvenir vos produits, pour fabriquer les produits dus à l'énergie, aux frais, etc. Mais c'est surtout les chaînes d'approvisionnement et l'approvisionnement qui risquent de ne pas faire baisser les prix sur notre alimentation et sur nos biens quotidiens et par conséquent, eh bien, notre portefeuille il risque de ne pas encore voir une diminution dans les frais pour se nourrir, se loger, se chauffer, etc. Et c'est bien malheureux. Alors maintenant, je voudrais passer en revue les différents points chauds de la planète selon les continents et ce seront peut-être des points à tenir compte à l'avenir dans nos investissements. Et je peux vous dire que quand on refait le tour, eh bien, il n'y a plus beaucoup d'endroits dans le monde, ni de continents, où on peut dire qu'il y a la paix. Ce qui nous concerne plus particulièrement pour notre assiette et notre portefeuille, eh bien, c'est tout ce qui se passe au Yémen. Si vous avez entendu récemment, les Américains et les Britanniques sont allés bombarder le Yémen avec les Houthis, etc. Et par conséquent, eh bien, c'est tout le problème de la mer Noire qui ressurgit et le canal de Suez. Et on s'est bien battu pour ce fameux canal. Et ça me rappelle Ferdinand de Lesseps qui avait créé ce fameux canal de Suez. Je me souviens d'avoir regardé un film quand j'étais toute petite. Donc voilà, c'est pour ça que j'en parle. Mais son importance est de taille puisque ça couvre quand même 12% du trafic mondial et ça représente au moins 30% des containers maritimes qui passent par là. Donc, c'est pas sans rien. Donc, si ce conflit s'aggrave et qu'on tire sur des bateaux ou qu'on fait du piratage ou qu'on vole ce qu'il y a sur les bateaux, eh bien, nous risquons d'avoir des problèmes d'approvisionnement, mais également des coûts plus élevés parce que les bateaux vont devoir contourner cette zone-là et ça risque de faire un fameux chemin pour nous arriver et ça vous prendra aussi beaucoup plus de temps. Et ça concerne les pays qui sont d'origine asiatique, qui prennent en général cette partie-là du globe pour nous livrer parce que c'est un chemin beaucoup plus court. Donc vous imaginez l'important de garder cette zone la plus pacifique possible si nous ne voulons pas encore subir des répercussions chez nous en Europe. Voilà, toujours connu et qui est toujours en guerre depuis des années, eh bien, on va citer Israël, hein, qui est toujours en bisbrouille avec Gaza, avec la Syrie, avec l'Égypte. Il y a encore eu des tensions assez fortes ces moments-ci entre Israël et l'Égypte.
Et par conséquent, eh bien, on voit de plus en plus d'escarmouches et on entend de part et d'autre, également du côté de l'Égypte, qu'ils se disent prêts à faire la guerre. Donc, ça n'est pas de bon augure. Donc, encore un pays qui risque d'être très instable et de mettre le feu aux poudres sur l'ensemble du Moyen-Orient. Et Moyen-Orient veut dire, si vous m'avez bien compris, pétrole. Donc, de quoi aussi nous poser des questions. Ensuite, comme troisième pays, on peut citer le Yémen qui est en tension aussi avec l'Iran. Et l'Iran, c'est pas sans dire non plus qu'il a aussi son petit côté soutien Russie et Chine. Et par conséquent, eh bien, il y a des escarmouches aussi et il y a l'intervention régulière des Britanniques fidèles avec la Russie et la Chine et qui est en bataille aussi avec l'Égypte. Il faut savoir que les Iraniens, j'ai lu un article il n'y a pas très longtemps, il vient d'être réapprovisionné en avions russes, en Soyouz et en Yak. De toutes nouvelles technologies avec de nouveaux avions et pas des moindres puisque c'est des avions très modernes, c'est pas des vieux tacos et en plus, eh bien, c'est pas un ni deux, c'est vraiment un gros nombre d'avions qui ont été livrés par la Russie pour permettre à l'Iran d'être opérationnel militairement. Donc, ça n'est pas non plus de bon augure, surtout qu'ils sont en dispute avec les Égyptiens, comme je vous le dis. Donc là, on est mal parti aussi, pour mieux éviter aussi le coin. Et si j'étais de chacun d'entre vous, j'éviterais aussi d'aller en vacances en Égypte pour le moment. Eh bien, vous pouvez aussi tenir compte également d'un pays qui n'est pas non plus des moins belliqueux, c'est la Turquie. Si vous vous souvenez, ils ont déjà été mettre un grain de sel chez les Kurdes, mais seulement quand il y a eu des conflits avec l'Irak. Et si vous vous souvenez de mes vidéos précédentes, vous savez que les Turcs, ben, les Russes leur ont pris des terres pendant Catherine II et qui sont toujours en train d'essayer de vouloir les récupérer. Donc, de temps en temps, ils sont en conflit avec les Russes et de temps en temps, ils ne sont pas en conflit trop avec pour espérer un jour pouvoir récupérer ce qu'ils ont perdu. Donc, la Turquie, ben, c'est un pays qui est assez belliqueux, qui a une tendance quand même à certains moments à dénoncer tous les conflits qui se passent pas loin d'eux, au Moyen-Orient, en Russie, etc., en Ukraine, etc., et qui joue un petit peu le gendarme, il faut le reconnaître, pour essayer de calmer les esprits et parfois intervenir diplomatiquement, il faut le reconnaître, c'est un des seuls pays à le faire. Et d'un autre côté, eh bien, c'est un pays qui, à certains moments, ben, va jouer aussi la carte de la guerre pour aller y mettre leur grain de sel et pouvoir y gagner ce qu'ils peuvent y gagner. Donc, la Turquie est un pays un peu mouvant, dont on ne sait pas très bien de quel côté elle va basculer. Si un jour il arrivait quelque chose, irait-elle du côté de la Russie ou irait-elle de notre côté avec l'Occident? On connaît l'Empire ottoman, on sait qu'ils ont derrière eux un bagage historique suffisant que pour pouvoir reconquérir, repartir en conquête, je crois qu'ils sont toujours capables de le faire. Et donc, c'est un pays également à surveiller et qui a son importance, surtout si vous avez envie, parce que je connais assez bien de personnes dans mon entourage qui ont acheté de l'immobilier là-bas, donc, et même des obligations, etc., parce que les taux sont élevés. Il faut savoir que l'inflation est très forte là-bas, mais pour ceux qui ont de l'argent, ça peut être intéressant, mais c'est quand même à surveiller. Si qui est en prise aussi à des tensions, bien c'est Taïwan. Taïwan, ben, que la Chine a toujours l'œil tiré dessus pour récupérer ce territoire taïwanais. Territoire taïwanais qui est l'apogée technologique des microprocesseurs et tout ce qui est électronique. Donc, les Américains ne savent pas se passer, donc ils voient d'un mauvais œil que Taïwan retourne à la Chine. Mais qu'est-ce que les Américains feront si ça se fait? Eh bien, on n'en sait rien. Est-ce qu'ils vont mettre leur grain de sel ou est-ce qu'ils vont laisser faire ne sachant rien faire en espérant garder évidemment leur côté économique des processeurs ou est-ce qu'ils voudront mettre la main mise dessus? Mais c'est une tension importante, même si certains auteurs parlent de plus en plus que les Américains ne seraient pas en mesure de faire plus que de laisser la Chine reprendre Taïwan, mais on voit un indice quand même,
c'est que du côté américain, ils sont en train de construire des usines de microprocesseurs, ce qui laisse supposer qu'à un moment donné, ils savent qu'ils risquent de ne plus être alimentés et qu'ils prennent les devants pour être autonomes. Donc, ça laisserait peut-être entendre qu'au final, il laisserait peut-être carte blanche à la Chine pour récupérer Taïwan. Et ça aussi, ça a des répercussions tant au niveau avec les Américains cette fois-là, mais aussi au niveau économique pour nos investissements. Donc attention aussi pour ceux qui ont des investissements, qui travaillent beaucoup avec Taïwan, qui ont acheté des immobiliers à Hong Kong, etc. C'est des bons endroits point de vue immobilier. Et attention, quand ça s'embrasse, ici on est en Asie, ça peut aussi aller très vite. Et quand on est loin, on ne voit pas vite la situation se dégrader et on peut très vite tout perdre. Ensuite, ben, n'oublions pas que nous avons la Corée du Nord qui s'est réveillée, hein, puisque récemment elle a fait des tirs de missiles. Elle a même parvenu à en passer sur des territoires voisins. Donc, hein, on se titille, on joue à je suis le plus fort, c'est moi qui ai les plus gros missiles, etc. C'est un pays qui est fort fermé, mais qui pour l'instant fait plus de manifestations extérieures que de guerre. Ils sont souvent, on doit dire, ils sont calmes, ils font la guerre dans leur pays, pays fermé, mais bon, au niveau international, on ne les entend pas. C'est souvent des manifestations extérieures d'ogives, etc. Mais bon, faut s'attendre au pire, il suffit qu'un missile tombe quelque part et qu'il y ait une riposte et tout peut s'embraser d'un moment à l'autre. Donc, comme vous le voyez, il n'y a pas que le Moyen-Orient, il n'y a pas que l'Europe, mais il y a aussi l'Asie qui n'est pas le pays le plus calme. Pourtant, ne dit-on pas que l'Asie est le pays où il fait zen pour vivre. Alors, ben, pour l'Asie, nous pourrons ajouter un dernier nu, c'est le Pakistan. L'Iran a bombardé ce 18 janvier le Pakistan, qui lui ben, a riposté, c'est pas laissé faire, il a riposté, donc on croit, là aussi il y a des escarmouches, et pas sans dire, avec le Pakistan. Et à savoir aussi que quand vous allez en Inde, et bien entre l'Inde du Nord et l'Inde du Sud, c'est pas trop le top non plus. Et Pakistan, Afghanistan, ce sont quand même des pays qui sont quand même restés relativement instables. Les États-Unis jusqu'à présent sont quand même relativement calmes. Quoi qu'on en dise, ça risque d'être plutôt pas des conflits internationaux, même si on pourrait peut-être imaginer qu'ils aillent se fricoter aux Chinois pour Taïwan ou dans d'autres pays, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, où ils vont exporter leur guerre pour ne pas l'avoir chez eux, hein, jusqu'au jour où ça arrivera. Alors porte comme nous d'ailleurs, nous venons de l'avoir avec l'Ukraine, la Turquie qui n'est pas non plus très stable. On peut également citer pour l'Europe la Crimée. Eh bien, il faut savoir que les États-Unis, c'est un pays qui, s'il y a un problème, ça sera plutôt des conflits internes. Donc plutôt conflictuels internes, on dira un peu comme la France avec la Corse, l'Espagne au niveau interne, la Belgique au niveau interne, l'Irlande aussi avec l'Angleterre. Donc ce sont des pays qui ne sont pas en train de faire la guerre ailleurs, mais c'est des conflits à l'intérieur. Mais aux États-Unis, c'est un peu le même genre. Et en plus, il va y avoir les élections ici à l'automne, donc il faut se préparer. Pourquoi? Parce qu'au niveau américain, eh bien, il y a trois pouvoirs, législatif, exécutif, judiciaire. On peut parler même des médias, qui est le quatrième pouvoir. Mais il y a aussi aux États-Unis le côté des administrations. Et les administrations, eh bien, ont pris énormément de pouvoir et sont même capables maintenant d'aller s'ingérer et même d'aller mettre des bateaux dans les roues dans les trois pouvoirs principaux, pouvoir législatif, exécutif, judiciaire. Et il faudrait absolument que le futur président parvienne à mettre toute cette administration dehors pour pouvoir retrouver un état de droit tel qu'on le considère être avec un pouvoir législatif, exécutif, judiciaire qui soit indépendant. Or, il faut oser aller s'attaquer à des administrations, vous imaginez la CIA, le FBI, etc. C'est quand même des gens qui ont énormément de pouvoir, d'autorité, d'argent, d'armes. Donc celui qui va s'attaquer à ça, ça risque d'être assez dangereux pour lui. Et il faut aussi avoir le courage de le faire. Est-ce que le futur président sera capable de le faire ou pas? À voir. Donc nous, la crainte de ce que Trump oserait faire, paraît-il, maintenant pour voir quand il sera en action, et que Biden, lui, ben, il n'a rien fait, il a même renforcé les administrations. Donc, ça sera des élections à surveiller de très près. Trois postes dangereux,
On a la sécurité sociale qui va mal, on a les dettes publiques qui va mal, et on a la défense qui a énormément surendetté aussi. Alors, sur lesquels des postes il va falloir couper parce qu'ils ont une dette très importante aux États-Unis, bien, ils ne peuvent pas couper sur la sécurité sociale, ils ne peuvent pas non plus couper dans les dépenses de l'État, donc ils devraient réduire au niveau militaire. Est-ce qu'ils seront capables de le faire? On n'en sait rien. Ou alors il faudra augmenter les impôts. Donc, ou diminuer l'argent qu'on distribue aux gens, et là, ça risque de faire grincer les affaires, et certains parlent que l'on pourrait aller vers une guerre civile aux États-Unis. Donc, et j'ai un élément aussi au niveau géopolitique, c'est que s'il y avait jamais des nouvelles élections et que la situation économique et de l'endettement des États-Unis était si énorme que ça, à un moment donné, au niveau militaire, ils vont devoir couper dans leurs dépenses. Et la première dépense qu'ils pourraient faire, eh bien, c'est retirer les troupes qu'ils ont en Europe pour les rapatrier aux États-Unis. Ça leur coûterait moins cher. Ils feraient un peu la réplique de ce qu'ils ont fait en Afghanistan. Et nous nous retrouverions en Europe sans alliés suffisants que pour pouvoir nous défendre. Est-ce que l'Europe sera capable de se défendre? Nous n'avons pas d'armée européenne, nous avons chacun nos armées nationales. Donc, qui sera capable de nous défendre contre un ennemi potentiel, qu'il soit russe ou extérieur? La Turquie, l'Allemagne, ou comment on fait? Nous serions entre les Américains et les Russes. Allons-nous aller vers les Russes? Ou est-ce qu'on va laisser l'Allemagne remonter en puissance? L'Allemagne est d'ailleurs en train de remettre du budget dans l'armée, donc ça annonce peut-être rien de bon. Pour en revenir aux États-Unis, le gros problème, c'est le fait qu'elle est hégémonique et qu'elle va faire la guerre et exporter ses guerres partout dans le monde, dans ses intérêts financiers, pétrodollars, etc. Hein, même contre des attaques contre des narcotrafiquants, etc. Hein, on a eu le cas de Medellín avec Escobar, et ça continue encore en Amérique du Sud. Je reviendrai plus loin dans ma vidéo là-dessus. Mais on peut aussi imaginer un effritement des États-Unis, une instabilité, et voir une guerre civile, pourquoi pas, s'emparer des États-Unis, ce qui aurait fait un effet très dévastateur sur l'économie mondiale et sur le dollar. Et si le dollar a ne plus être reconnu comme monnaie et à perdre de la valeur, eh bien, dans ce cas-là, pour ceux qui ont de l'or, ça serait évidemment une bonne nouvelle, mais bon, on ne va pas se réjouir de situations aussi dramatiques. Voilà. Alors, ben, je vous parlerai aussi de l'Alaska, hein, que là aussi il y a des tensions dans le Grand Nord entre le Canada et la Russie. Hein, là, comme là, tout le monde veut récupérer, les États-Unis aussi veulent récupérer la totalité de l'Alaska. Donc, il y a des terres là-bas aussi au nord qui sont aussi sujets à discussion. Passons à l'Amérique centrale. Eh bien, l'Amérique centrale, si vous prenez le Salvador, Haïti et le Mexique, eh bien, ce sont des pays qui sont très instables. Et là, c'est plutôt intérieur et c'est lié à des circonstances particulières à l'Amérique du Sud et centrale. C'est le fait des narcotrafiquants, des narcotrafiquants qui ont élu domicile dans ces pays. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas loin du Panama pour blanchir l'argent, etc. C'est aussi un pays, Panama, qui est très stable. Pourquoi? Parce qu'il est géré par les narcotrafiquants et que ça rapporte au pays, donc on dit rien. Donc, ce sont quand même des pays qui peuvent vite basculer, et on sait que le Mexique est un des pays qui est le plus lié à tout ce qui est narcotrafic, avec tout ce qui va avec de gros armements militaires. C'est pas des pistolets et des fusils, hein. C'est presque des armées au fond. Et trafic d'armes, trafic de femmes, meurtres, etc. Et c'est en train, ça, exporter vers l'Amérique du Sud. Pourquoi? Parce que les États-Unis protègent leurs frontières, puisque le Mexique et les États-Unis, il y a une frontière. Hein, on appelle ça les wetbacks, qui peuvent migrer hein, vers les États-Unis à la nage, en traversant les Rio Grande, donc c'est fort surveillé. Et du coup, ben, la seule possibilité pour fuir face aux autorités, eh c'est de redescendre vers le sud. Donc, tout ce qui est trafic est en train de redescendre vers le sud. Et si vous l'avez entendu dans les dernières émissions télévisées,
Bien, l'Équateur, qui est un des pays les plus stables d'Amérique du Sud depuis une dizaine d'années, parce que c'est un pays très pacifique, où il faisait vraiment bon vivre, et c'est un des pays les plus sûrs d'Amérique du Sud, et bien maintenant c'est devenu un des pays les plus dangereux, dans les 25 pays les plus dangereux du monde, parce que tous ces narcos sont redescendus vers ce pays et ont pris possession des domaines d'exportation, c'est-à-dire les ports, les aéroports. Ils ont fait des pistes de décollage de petits avions, on a fait des plantations, ils donnent à manger aux gens, ils les font travailler parce que c'est des pays qui sont très très pauvres. Hein. Et par conséquent, eh bien, tout ce milieu-là, Équateur, Colombie, Pérou, Venezuela, Brésil, par la partie sud, eh bien, l'Argentine, eh bien, ce sont tous des pays qui sont en train de basculer à cause de cette violence liée aux activités illégales liées à la poudre blanche. Tous ces produits, eh bien, partent des ports d'Équateur, de Guayaquil et des aéroports de Quito et de Guayaquil pour être transférés vers l'Espagne, la Belgique et les Pays-Bas. C'est les plaques tournantes les plus connues. D'où, pour ceux qui sont belges comme moi, vous avez compris pourquoi de plus en plus dans la zone d'Anvers, il y a des cocktails Molotov, des violences dans les maisons, des attentats, etc. Eh bien, vous m'avez compris, c'est le résultat de tout ce trafic. Au niveau sud-américain, le seul pays qui fait face à un conflit vraiment international, enfin, c'est pas encore un conflit, mais c'est quand même tangent, c'est le Venezuela qui pour l'instant est en menace de guerre avec la Grande-Bretagne au sujet d'un territoire qui a été volé par la Grande-Bretagne au Venezuela. Et le Venezuela veut le récupérer. Et il y a quelques semaines, eh bien, il y avait des bateaux de Grande-Bretagne, donc du Royaume-Uni, qui étaient présents au large du Venezuela. Et le Venezuela a annoncé qu'ils étaient prêts à faire la guerre si le besoin était suffisant pour le faire, qu'ils avaient de quoi se défendre. Voilà. Alors, dernier petit point pour ceux que ça intéresse, si vous voulez vous prémunir et savoir un petit peu le timing prévisible, eh bien, certains annoncent que c'est au moment des élections américaines que l'instabilité serait la plus grande en Europe et un peu partout dans le monde parce que les Américains seraient préoccupés par leurs élections et ne seraient pas au top pour assurer la sécurité et maintenir leur présence au niveau mondial. Et c'est là que les conflits risquent d'être le plus importants, aussi bien en Europe que dans les autres pays du monde. Je lisais également récemment que la Suède avait préparé sa population au niveau psychologique à une future guerre avec les Russes, de quoi ne rien annoncer de bon non plus. Et tout à l'heure, avant de faire cette vidéo, j'ai lu que le premier État qui serait bombardé en cas de guerre en Europe, eh bien, ce serait l'Angleterre. Comme quoi, l'année 2024 est vraiment très belligérante et n'est pas du tout du côté de la paix. Et pour ceux qui croient en astrologie, eh bien, je viens d'apprendre que Pluton est passé dans le Verseau et que ça nous remet dans le même contexte qu'à l'époque de la Révolution française, comme quoi on en a pour une vingtaine d'années dans le chaos du protectionnisme, le rejet de l'autre, de l'agressivité, des conflits, des guerres, des mouvements sociaux. On voit aussi des vols, de la violence, on voit aussi du racket, on voit aussi des usurpations. Et tout cela, eh bien, ce n'est pas seulement à l'intérieur d'un pays, ça peut être aussi entre deux pays, ça pourrait être entre même deux continents, ça pourrait être planétaire, et ça peut même se retrouver à l'intérieur d'un État, à l'intérieur d'une usine, à l'intérieur d'une ville, avec des conflits urbains, mais également au niveau familial, intrafamilial, etc. Donc même à l'intérieur des maisons. Vous entendrez continuellement que les gens disent c'est pas de ma faute, c'est pas à cause de moi, c'est à cause de l'autre. La réflexion c'est à cause de l'autre est tenue une manière classique de renvoyer sa non-responsabilité et d'attribuer tous ses malheurs à la faute de l'autre. Et tout cela, eh bien, ça n'a qu'un effet, c'est d'augmenter l'agressivité. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que, au niveau économique, eh bien,
personne ne veut voir la réalité et personne ne veut anticiper et voir qu'on est au bord d'une crise. C'est pas au début et presque au bord du gouffre, hein, on va dire ça comme ça. Et du coup, eh bien, on ne veut pas reconnaître sa responsabilité, on veut tout simplement chercher un bouc émissaire. Et les boucs émissaires, eh bien, au niveau d'un État, ça peut être pour les gens qui sont plutôt anciennement, je vais dire, hein, tendance de droite, eh bien, ils vont attribuer tout ce qui nous arrive au chômage, à l'insécurité, à la violence, aux migrations, aux invasions climatiques, aux gens qui fuient la guerre ou aussi à des invasions, des migrations économiques de pays plus pauvres vers des pays plus riches. Par contre, si vous avez plutôt la tendance de gauche, eh bien, eux, ils vont dire que c'est à cause des grosses entreprises qui mettent leurs avoirs à l'étranger pour ne pas payer d'impôts, qui ne payent pas d'impôts, qu'il n'y a pas d'impôts sur les fortunes, que c'est de la faute au GAFA, etc., à l'ONU, à l'OMS, etc. Ce n'est jamais de la faute de personne, c'est toujours de la faute de l'autre. Or, il faut bien se rendre compte que si nous en sommes arrivés à une situation économique telle que nous la connaissons aujourd'hui, on ne peut pas dire que la population n'est pas aussi responsable du système dans lequel on se trouve aujourd'hui. Qui n'a jamais entendu quelqu'un qui essaye de profiter de l'État en proposer le repli sur soi et le protectionnisme, qui va avoir une forte hausse des conflits dans tous les niveaux de la société, y compris au niveau conflit armé à l'intérieur des États ou à l'extérieur des États ou même entre continents ou entre pays. Le seul espoir que l'on peut avoir, c'est que certains pays ne sont pas encore arrivés à la même situation que nous et sont encore un peu éloignés de cette phase critique. Les pays émergents comme la Chine, l'Inde, le Brésil, etc., même si certains sont déjà proches de nous rejoindre et de se retrouver un peu dans la même situation que nous. Pourquoi? Eh bien, parce que ces pays sont toujours en croissance économique, donc pour eux, tout va bien, c'est encore l'euphorie des bons moments, ils ne sont pas encore arrivés à notre situation, ça va arriver, hein, mais bon, déjà la Chine a une croissance beaucoup moins forte, mais avec 5%, on serait bien content si on en avait 5%, donc pour l'instant, pour eux, eh bien, tout baigne, même si on voit quand même déjà des tendances de repli se manifester. On sait que la Chine est un pays très riche au niveau matières premières, par exemple en ce qui concerne les terres rares, et de plus en plus, eh bien, la Chine prend des dispositions pour s'assurer de pouvoir disposer pour elle, toute seule, pour son pays, de ces terres rares et de ne plus les exporter. Elle a déjà pris des réglementations à ce sujet, comme quoi elle tourne déjà vers un repli sur soi également et sur un protectionnisme renforcé de ses richesses. Pays qui sont encore neutres, eh bien, ces pays envoisinants ne le seraient sûrement plus. Donc, vraiment dire maintenant qu'on est quelque part tranquille sans savoir et sans devoir avoir peur qu'une bombe vous tombe sur la tête, c'est quasiment devenu impossible. Il y a toujours bien un pays autour de vous qui est plus proche de la guerre que vous. Donc, ça devient difficile à trouver. Eh bien, la première règle, quand on est investisseur, c'est que, comme on dit toujours, on n'investit jamais tous les œufs dans le même sac. Ce n'est pas un panel entre les divers actifs. Une fois qu'on a fait ça, ben, on ne va pas les mettre tous dans la même banque de son pays d'où on est domicilié. Je connais des gros investisseurs qui sont très riches, qui eux ne font pas seulement ça, mais mettent leurs avoirs dans différents pays et même continents différents. Donc, c'est très intéressant de connaître l'état et la situation sociologique d'un pays et même d'un continent. Je vous dis à la prochaine et je serai toujours heureuse de pouvoir vous lire sur ce sujet dans les commentaires. À bientôt, prenez bien soin de vous et à la prochaine.